Martin Savadogo, ce sont des mots qui sont très forts. Hein, et le chef de l'État ici convoque l'histoire et le présent en même temps. Oui, merci. Vous faites très bien de le préciser parce que j'ai l'impression que le camarade Dacier veut que certaines personnes jouent le rôle qui n'est pas le leur. Que vous preniez l'islam, le christianisme ou bien même les traditions, il est tout à fait normal que chacun défende sa chapelle. Maintenant, il appartient aux historiens honnêtes et sincères de retracer l'histoire. Je pense que c'est pour cela même qu'il y a une discipline qui s'appelle l'histoire des religions. Mais vous n'allez pas demander aux religieux d'enseigner eux-mêmes leur histoire. Parce que c'est normal que chacun se présente sous son beau jour, sous son meilleur jour. Voilà. Mais il appartient aux intellectuels, aux religieux, aux historiens des religions, d'enseigner l'histoire vraie. La dernière fois, j'en parlais avec vous, parce que même la colonisation, il y a des historiens qui ont fait des reportages sur la colonisation que la France a refusé de diffuser. Donc, c'est au peuple africain, aux intellectuels africains, qu'il appartient de raconter l'histoire vraie. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'est même pas nécessaire de lutter contre la religion. D'ailleurs, c'est contre-productif. Personne ne peut lutter contre les religions et puis gagner. Tout comme, je fais une petite comparaison, on n'a pas eu besoin de lutter contre les télécentres. Il y a eu simplement l'apparition des portables et le système de communication a changé. Donc, quand il y a des gens de bonne intention qui communiquent sur la religion, qui communiquent sur l'histoire, ça permet aux uns et aux autres de savoir qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des exactions qui ont été commises. Du reste, je voulais que vous sachiez qu'il y a des pays comme l'Égypte et comme l'Algérie qui ont implémenté des régimes islamistes. En Égypte, il y a eu Mohamed Morsi. On a vu comment ça s'est terminé dans un bain de sang. Parce que le plus souvent, c'est quoi? C'est quand vous pensez que votre religion est au-dessus de l'État et la façon dont vous percevez et vous concevez votre religion, il faut que dans le pays, tout le monde pense de la même manière. Et si vous êtes également traditionnaliste ou catholique ou protestant et vous pensez de la même manière, mais vous êtes également un extrémiste. Parce que la laïcité veut que chacun pratique sa religion, mais d'abord dans l'intérêt de la nation, de la patrie, de l'État et dans l'intérêt collectif. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il est évident que pour qu'on évite de revivre les vicissitudes de l'histoire, il est très important de raconter ce qui s'est réellement passé. Parce que ce soit en Europe ou les Européens entre eux-mêmes, ils ont implémenté les conséquences du pouvoir politique, économique concentré entre les mains des religieux. Et également, l'Afrique a eu à subir les conséquences du pouvoir entre les religieux de l'islam. Donc il est important de les rappeler pour que nous puissions faire la part des choses, pour que l'histoire ne se répète pas. Parce que l'histoire se répète toujours pour les peuples qui ne tirent pas leçon de l'histoire. Et la religion est un fait social et c'est un fait dynamique. Malheureusement, il y a certaines personnes qui sont restées figées au 7e siècle. Et le président a dit, si vous voulez, vous repartez en Brousse vous asseoir. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec des véhicules, utiliser des portables, prendre l'avion et vouloir pratiquer l'islam comme au 7e siècle. Les choses ont changé. Ce que vous dites, et l'interprétation également a changé. Il faut qu'on l'adopte. Une chose importante qu'on retient de votre argumentaire, c'est que la radicalité n'est pas l'apanage d'une seule religion. Non, toutes les religions sont soumises à la radicalité, que ce soit la religion musulmane, catholique, protestante et même traditionnaliste. Tout le monde, à un moment donné, est sujet à des degrés différents, de radicalisation. Mais à chaque fois, les mauvaises personnes entrent dans ce système-là. Et dès qu'une mauvaise personne entre dans un système, il peut faire quelque chose. Et ce que vous dites, c'est que la radicalisation commence à partir du moment où une religion veut imposer ses dogmes à tout un peuple qui ne pratique pas forcément cette religion. Exactement. Et l'histoire a démontré que toutes les religions, à un moment donné, ont voulu s'imposer. Il y a eu des guerres partout un peu en Europe. Et Karim Diallo, je voudrais qu'on revienne, parce que le chef de l'État, c'est vrai qu'il pointe du doigt cet aspect-là, mais il pose aussi une question philosophique qui parle de la séparation entre l'État et la religion, quand il dit que la religion n'est pas au-dessus de l'État. Vous êtes d'abord burkinabé avant d'être chrétien, vous êtes d'abord burkinabé avant d'être musulman, vous êtes d'abord burkinabé avant d'être traditionnaliste. Et ça, il essaie de démarquer cela pour que ce qui unisse les burkinabés, peut-être, ce soit le drapeau et pas la manière de pratiquer sa religion. Oui, et peut-être pour aller dans le même prolongement de la parole présidentielle, en droit constitutionnel, nous on considère que l'État comprend 3 éléments constitutifs. Allez-y. Un pouvoir central, une population et un territoire. Donc voilà les 3 éléments caractéristiques de l'État. Tout le reste, ce sont des additifs qui peuvent venir aussi s'appliquer sur le territoire, mais sous réserve de la prise en compte du droit positif
de ces territoires bien précis. Tout à fait. Ce qui est plus important ici de mon point de vue, c'est que chaque fois que le président du Faso parle, c'est en même temps des instructions. Je suis en train déjà de voir comment le dispositif institutionnel va se mettre en branle pour pouvoir prendre en compte cette parole présidentielle. Parce que le chef de l'État, dans tous les faits sociaux dont il a fait cas, doivent être pris en charge. Et je pense qu'il y a déjà un commencement de mise en œuvre. Parce que si vous prenez le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement secondaire, le ministère de l'Enseignement supérieur, vous allez voir que le processus même de révision des curricula et des différents manuels qu'on enseigne donc aux générations ont commencé déjà à intégrer ces éléments dont avance le chef de l'État. Donc il faut déjà saluer le fait qu'il le dit, mais surtout voir aussi comment ça va être pris en charge, au niveau donc des départements ministériels. Et sur ce point, je pense que il faut toujours... C'est ça la difficulté de la politique, c'est qu'elle est dynamique, elle a besoin de clarification, elle a besoin chaque fois c'est comme on appelle, une mise à jour. C'est comme un ordinateur portable. Vous devez faire une mise à jour régulière pour vous assurer qu'il n'y a pas de virus qui ont infecté certaines parties du dispositif. Et l'avantage de l'exercice ou de la façon de faire du président du Faso, c'est que ça permet en même temps aux institutions concernées de se mettre en branle et de corriger ce qui n'avait pas été corrigé. Il faut espérer que ces paroles présidentielles seront effectivement mises en œuvre, parce que je sais qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, dont je connais un peu, avec le professeur Tchumbiano, il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises et qui sont en train d'être mises en œuvre et qui sont en corrélation avec ce que le chef de l'État dit, c'est-à-dire permettre aux étudiants d'être sur place, créer des inters, permettre aux étudiants de produire en même temps qu'ils sont en train donc de chercher les diplômes. Et je pense que ça, ce sont des aspects assez intéressants. Vous m'étendez la pêche parce qu'on va écouter encore le chef de l'État sur ce sujet-là. Il convoque l'histoire, mais il convoque aussi, vous l'avez dit, la science en demandant aux jeunes de réfléchir pour renverser la vapeur. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, du noir, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Les gens continuent l'esclavage. Vous savez pas ça? On continue d'attraper les noirs et les vendre. Au jour d'aujourd'hui, 2026 là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on va se comporter comme des animaux à les regarder? Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il n'y en a pas tout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités, des technologies et tout, et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, la même moteur de P50 ou de CP là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Je vous donne la parole tout à l'heure. Mais d'abord, Dassiré Bendouté, le chef de l'État, il fait un exercice intellectuel, c'est-à-dire en même temps qu'il convoque l'histoire sur la condition du noir il y a des années en arrière et même la condition du noir maintenant, en même temps, il dit qu'il ne faut pas pleurnicher sur son sort, il faut travailler et s'armer des sciences pour pouvoir renverser la vapeur. C'est un message très fort. Tout à fait. Le président du Faso appelle à une conscience noire et africaine afin que le syndrome de Stockholm ne continue pas de se répéter. Voilà. Et pour régler ce problème, vous savez, c'est la connaissance de notre histoire. C'est tout. C'est la connaissance de notre histoire. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, mais si on connaît notre histoire, on n'a pas besoin de nous embrouiller. Même si on connaît notre histoire, on se rend compte que l'Église, la mosquée ont tout pris de ce qu'ils appellent les fétiches africains. Mais si tu dis ça, les Africains vont se réveiller. Tout de suite, quand on a abordé la question, bon, si vous regardez, ceux-là qui se disent religion et culture, c'est quoi? Le fond, c'est quoi? C'est la culture africaine. C'est la culture africaine qu'ils ont pris. Les Bédouins, les Hébreux n'ont pas de culture sans la culture africaine. Mais si tu dis ça, c'est des Africains qui vont se lever, se plaindre, parce qu'ils ne connaissent pas. Deuxièmement, la problématique des religions dites révélées, c'est une question de prosélytisme. C'est eux-mêmes qui ont créé tous ces problèmes. Quand on dit que Dieu m'a parlé, j'ai la connaissance de Dieu plus que l'autre, alors que tu es né hier. Les deux peuples sur la base desquels les religions sont venues, c'est des Sémites, ils sont nés hier. Les Hébreux sont nés quand? Les Hébreux sont nés après de brillantes civilisations, l'Égypte ancienne, la Perse, la Grèce. Mais aujourd'hui, c'est à cause d'eux et les Bédouins que le monde se déchire pour des questions religieuses. Donc, pour que l'État africain, quand on parle
relation entre l'État et l'Église et la religion. La religion, depuis que c'est né, c'est eux qui ont créé, ce sont elles qui ont créé les États. Sinon, un peuple existe, un État existe sur la base de sa culture. Je voudrais qu'on revienne sur ce que le chef de l'État dit. Je vais dire qu'en même temps qu'il convoque l'histoire, en même temps, il demande à l'Afrique d'aller vers la science, vers la formation pour renverser la vapeur, parce qu'on ne va pas toujours pleurnicher sur notre passé. Ce que vous dites, ça peut se comprendre, ça peut s'entendre. Cela dit, c'est votre position sur ces affaires religieuses, mais je voudrais préciser qu'on n'a pas des spécialistes sur ce plateau, non pas ni des spécialistes de la religion musulmane, ni des spécialistes de la religion chrétienne et hébreuse. Donc, on ne peut pas aller trop en profondeur sur ce sujet-là, au risque de heurter certaines susceptibilités. Mais vous êtes intellectuel, c'est votre droit le plus absolu de pouvoir argumenter sur ces aspects-là. Mais je voudrais qu'on revienne sur ce que le chef de l'État a dit, notamment qu'il faut prendre conscience que pendant très longtemps, et même maintenant, l'homme noir est considéré et que pour qu'on puisse renverser la vapeur, il faut s'armer de science. C'est ça que je voudrais que vous puissiez argumenter. Oui, mais on ne peut pas s'armer de science si on n'en parle pas. C'est la science qu'on est en train de faire comme ça. Il faut enseigner. Mais qui enseigne, c'est l'État. Et vous savez, le combat qu'on mène ici pour la science, vous prenez les médias. Qu'est-ce que les médias d'État font en Afrique? Zéro. Zéro. Moi, je dis zéro, c'est lui qui n'est pas RTB. Nous, on a forcé pour parler de Cheikh Anta Diop et de Kizerbo à la RTB. Je le dis haut et fort. C'est lui qui n'est pas content, il vient, il y a les archives. Les médias d'État en Afrique n'enseignent pas le peuple africain. Deuxièmement, le cinéma. Les Samben Ousmane, là, quel combat ils n'ont pas mené? Je vous donne un exemple. Quand on parle de l'impérialisme, les Européens parlent des droits de l'homme. Les anciens combattants africains qui ont lutté pour la France, l'Europe, ils sont revenus, ils n'ont pas de salaire. Vous savez qu'un cinéaste burkinabé, Kolo Daniel Sanou, a fait un film sur la question de ces anciens combattants qui n'avaient pas leur pension, qui parlaient des droits de l'homme en son temps. C'est l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos pays, on a une stèle même pour commémorer nos grands-parents qui se sont battus? Bref, quand on parle de l'histoire, c'est pas qu'il n'y a pas la science, camarade Data. Ce sont nos États, c'est l'élite qui ne connaît pas. Cet ouvrage, je vous le présente tous les jours. Page 29, la conception de l'histoire chez Kizerbo. Kizerbo dit que la connaissance de notre histoire doit être une partie intégrante des programmes de développement en Afrique. Parce que c'est le fait qu'on ne connaît pas notre histoire qu'on a tous ces problèmes. Mais qui parle de Kizerbo? La critique que je fais ici tout le temps à la RPP, c'est le fait qu'on conçoit la RPP, on ne cite pas les Kizerbo, là on cite des Occidentaux. Alors qu'on dit qu'il faut combattre l'impérialisme et il faut s'armer de culture. Bref. Quand vous prenez cet ouvrage, j'ai cet ouvrage, je reprends ça avec moi, c'est la première fois, Léo Frobenius, c'est un ethnologue allemand, c'est la première fois qu'on écrit, on utilise histoire et civilisation pour l'Afrique. Parce qu'on disait que les Africains n'ont pas d'histoire, c'est des sauvages. Et Léo Frobenius, en publiant cet ouvrage, a tout mis en berne. Parce qu'il a fait 12 expéditions scientifiques en Afrique. C'est lui qui a dit que l'Afrique est civilisée jusqu'à la moelle des os. C'est lui qui a dit que l'esclavage, là, ce n'est pas une question de racisme. C'est parce que les colonies, les Amériques avaient besoin de colonies, il fallait transformer. Sinon, les Africains n'ont jamais vendu leurs frères. Voilà l'ouvrage. Les gens peuvent chercher cet ouvrage. Il est rare. Mais voilà l'ouvrage qui a tout changé. Et en son temps, c'est pourquoi Léo Frobenius a été le chercheur sur qui les défenseurs de la négritude vont se baser. On ne parlait pas de civilisation africaine, on ne parlait pas d'histoire africaine, on n'a pas d'histoire. Et la falsification de l'histoire d'un peuple fait partie des méthodes de colonisation. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, toutes les luttes que les Africains ont menées, c'est des luttes pour se justifier, la négritude, le mouvement de Harlem Renaissance, pour parler de notre... Même aux États-Unis, le mois de l'histoire des Noirs. Les Noirs se sont battus pour qu'on parle de leur histoire. Donc aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est bien, mais c'est l'État qui doit aujourd'hui travailler à construire la science. Les jeunes sont prêts, ils sont intelligents, mais c'est à l'État de mettre les moyens. Et le chef d'État l'a dit, il y a des constructions, des universités, dans le domaine de la technologie, de la haute science qui sont en train d'être mis en place. Et je crois que c'est progressivement que cela est en train de se faire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un passif de près de 40, 50, 60 ans où on n'a rien fait. On ne peut pas repartir comme ça du jour au lendemain. Et puis, d'assez bien douter, vous avez cité nos confrères de la RTB. Vous savez que c'est nos confrères et ce n'est pas confraternel de les égratigner comme ça sur notre chaîne de télévision. Et donc, voilà, c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de nuances et prendre beaucoup de pincettes. Nous, les Africains, voilà le syndrome de Stockholm. Quand on dit une vérité, on prend ça, oh, tu es en train d'insulter. Je n'ai pas minimisé. Moi, j'ai fait la RTB. C'est des occasions pour qu'on parle de nos problèmes et d'interpeller les gens pour qu'ils agissent. Quand je parle des médias d'État, aujourd'hui, on est en train de parler. Quand le président a parlé des eaux humains, le lendemain, qu'est-ce que les médias ont fait? Aujourd'hui, il y a une actualité en Afrique. Et quand on a pris la question de l'esclavage au niveau de l'ONU, quels médias d'État africains en ont parlé? Même à l'AUS, zéro. C'est des vérités. On a fait la presse.
Moi, je suis journaliste. On peut comprendre d'assez Donc, liberté. il faut critiquer la presse. Moi, je ne fais pas de la haine. C'est des interpellations. Il D'accord. faut qu'on se comprenne. Oui, on se comprend. Moi, je n'ai Ce pas que de je veux haine contre la RTP. Non. Ce que je veux dire, c'est que on comprend bien votre frustration par rapport au programme sur les chaînes étatiques. Mais quand on dit que les chaînes étatiques ne font rien et que c'est zéro, je pense que c'est trop extrême. Peut-être que si c'est un sujet, vous leur demandez d'aller un peu plus loin. Mais quand vous dites que c'est zéro, je pense que c'est trop extrême. Mondial, camarade, Vous savez, les médias africains, tout le monde critique comment les médias africains communiquent sous-communiquent sur l'Afrique. Oui. Moi, je ne dis pas ça pour dire que les gens ne travaillent pas. Je Voilà. parle de la sous-communication D'accord. de l'Afrique sur elle-même. C'est mondial. Le journaliste qui n'est pas content. Vous voyez que, en ce là, c'est moment, bien noté, pardon, là c'est bien noté. Vous voyez que c'est très différent de ce que vous avez dit au début. Vous dites au début qu'ils font rien, c'est zéro. Maintenant, vous dites qu'ils travaillent, mais vous trouvez que c'est insuffisant et que sur certains thèmes, ils peuvent aller plus loin. C'est pour cela que je dis qu'il faut être toujours dans la nuance et ne pas être dans l'extrême. Donc, on se rejoint. Ils travaillent, mais vous estimez que c'est un sujet qui peut aller loin. Mais on ne dit pas que ce qu'ils ont fait est zéro. Je pense que c'est top extrême. Merci de me comprendre, Karim Diallo. on se rejoint. Je vais peut-être dépasser ces thèmes pour aller peut-être vers des thèmes de développement de façon plus concrète. Le chef de l'État a parlé de façon Merbo dans son intervention et il a même instruit le gouverneur de voir avec son staff comment on peut opérationnaliser ça au niveau, donc, sur la terre de Nabakango. Ça m'amène à faire une doléance ou en tout cas à faire des suggestions. Vous voyez, notre pays, les masses laborieuses, 80% sont dans les campagnes. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau de nos politiques publiques, il faut qu'on regarde comment on peut étaler ces politiques publiques-là pour qu'elles touchent directement ces populations qui sont au niveau local. Pour avoir fait les régions en 2018 et même en 2025, je peux dire que la manière dont le gouvernement est articulé au niveau central, au niveau de Ouagadougou, c'est ce même gouvernement qui est au niveau régional, mais en miniature, à travers les directions régionales. Donc, Hervé Dapad, tous les ministères, tous les départements ministériels, la majorité en tout cas, sont représentés au niveau régional. Et c'est le gouverneur de région qui les coiffe. Il faut qu'on trouve un moyen de décongestionner un peu les structures centrales et envoyer plus de moyens vers les structures déconcentrées si on veut réellement développer notre pays. Parce que le schéma tel qu'il existe actuellement, ce n'est pas un schéma très satisfaisant. Les acteurs sont au niveau local, au contact des populations, mais ces acteurs n'ont pas les moyens, n'ont pas souvent le minimum pour pouvoir apporter des solutions aux préoccupations. Or, ces problèmes-là sont posés là-bas. Ce n'est pas dans les centres urbains. Non, les centres urbains ont leurs difficultés, c'est vrai, mais les vrais problèmes, c'est dans les campagnes qu'il faut aller les régler. Et là, il faut travailler vraiment à décongestionner, à trouver une formule où les collectivités territoriales ont des possibilités de faire des investissements, ont des possibilités d'avoir une fiscalité locale pour pouvoir avoir des recettes propres et pouvoir les réinjecter dans le sens d'entre tout en s'alignant sur les priorités nationales. Parce que les gens, il y a un piège que les gens aiment tendre souvent. Ils pensent que plus le local est développé, plus ils auront tendance à pas se rebeller, mais tendance à s'écarter des orientations du niveau national. Ce n'est pas vrai. Alors que comme on est dans un pouvoir de masse, si on veut réellement avoir des effets concrets, il faut trouver des moyens et mettre à la disposition des structures déconcentrées de l'État, sous la houlette donc des gouverneurs, des chefs de circonscription administrative, pour les permettre de gérer. Parce que c'est eux qui représentent le chef de l'État au niveau régional. Voilà. Souvent, je suis ébahi même de voir des équipes de missionnaires qui vont, ils peuvent aller même jusqu'au niveau village, sans même passer dire bonjour ou signaler en tout cas leur présence à l'autorité au niveau régional. Et ça, ce n'est pas très administratif. Donc, si on veut développer notre pays, il faut qu'on donne des moyens aux directions régionales, aux chefs de circonscription administrative pour les permettre de porter directement les priorités qui sont arrêtées au niveau national. Et c'est ce qui est en train de se faire avec Faso Mebo. Visiblement, le président l'a dit, on est en train de déployer le mécanisme dans les régions au fur et à mesure. Et Faso Mebo, c'est vraiment un bel exemple. Mais je veux dire, l'articulation même de l'État, l'articulation de l'administration, on doit pouvoir revoir ça pour mettre davantage de moyens, injecter davantage de moyens au niveau local, comme ce qui se fait au niveau du ministère de l'Agriculture, où on voit qu'il y a des initiatives qui sont portées directement par des acteurs locaux. Et le ministre Sombi a instruit même ses cadres, donc au niveau régional, de rester sur place et de porter directement ses préoccupations, avec des accompagnements bien conséquents. Il faut qu'on étende ça à l'ensemble. Et visiblement, ça marche, parce que en termes d'autosuffisance alimentaire, petit à petit, ça commence à monter. Comme lui-même le disait, tout à fait. On commence à manger le riz local, donc au fur et à mesure, la machine attend des prix. Et la première souveraineté, vraiment, c'est ça, manger à sa faim. Manger à sa faim, parce que quand on ne mange pas à sa faim, on peut courir le risque, si on importe tous les produits alimentaires, de manger des choses dont on ignore l'origine.